Dr Love se demandait pourquoi Hervé Penaud se trouvait président. Qu'est-ce qu'il y a? Allez-y, crevez l'abcès, mon Bernard. Qu'une seule réponse, amitié sportive. Bonsoir, d'accord, très bien. Guy Roux, première émission en 2020. Bonsoir Guy. Bonsoir. Ça va Guy? Oui, je me suis beaucoup ennuyé. C'est vrai? Ah ouais. Oui. Nous aussi, sans doute. Le vendredi. Exactement. Mais je me suis réveillé à chaque fois en vous regardant. Bravo Guy. Guy, dans votre diagonale, votre ami de cœur, votre confident, le spectre de l'équipe du soir, Gilles, bonsoir. Comment ça va? Super. Très bien, ok. Et puis Mélisande, notre tigresse qui est là, qui complète ce casting de Noël. Bonsoir Mélisande. Salut mémé. Ça va Mélisande? Très bien. On va se faire un petit feuilleton Cavani si vous le voulez bien. Puis si vous ne voulez pas, ça sera la même chose. Cavani avant, il y a l'Atlético Madrid, le club qui convoite l'Uruguayen, et qui est d'ailleurs convoité aussi par l'Uruguayen, a été éliminé de la Coupe du Roi. Une défaite après prolongation contre une équipe de Détroit Cultural et Léonésin, on va revoir les images. L'Atlético a marqué juste un seul but en 120 minutes de jeu. Est-ce une élimination qui sert les intérêts d'Edinson Cavani? Parce que là, avec cette élimination, on va se dire, ils nous font un peu l'avant-centre. Le débat a commencé. Je vais faire le maître d'école alors. Gomez, au tableau. Oui. Je suis pas sûr que, vu les enjeux d'un mercato, on attend une prolongation contre une Détroit et de se faire ou pas éliminer pour se décider ou pas à acheter un buteur. Je pense que l'Atlético, ça fait un bout de temps qu'ils cherchent un attaquant. Oui, Ils ont constaté qu'il y avait un problème d'efficacité offensive. C'est pas ce match-là qui va tout d'un coup les réveiller. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop Compris la question. compris la question. C'était pas la question. On a fait un lien de cause à conséquence. On sait que l'Atlético veut Cavani. On sait que Cavani veut jouer à l'Atlético. Là, il y a un truc comme ça. On est en pleine période de mercato. On est à moins de 10 jours du mercato, de la fin du mercato. Ça peut peut-être servir les intérêts. Que Cavani, que l'Atlético veuille Cavani. En plus, je trouve que le mariage doit être bon puisque c'est typiquement un joueur pour aller dans ce style de club. Maintenant, le problème de Cavani, il est très simple. Il a 1,5 million brut par mois au Paris Saint-Germain. Il veut pas s'asseoir dessus. Il veut une prime à la signature. J'ai entendu parler de 15 millions. On va quand même un peu se calmer. On va être plus près de 8-9 que de 15. Oui, on va quand même un peu se calmer. Son salaire va être certainement divisé par 2 vu qu'il a 32-33 ans. Il va peut-être avoir un contrat de 2 ans, on va dire 2 ans et demi. Donc le truc est simple. Si Paris Saint-Germain a envie, pour l'instant ils ont envie d'encaisser une petite dizaine, plus faire l'économie, ce qui fait 20, ce qui dans leur compte pour faire financier, Bien. ce serait parfait pour eux, ça serait la meilleure opération. Et Atlético, de l'autre côté, il le pousse à essayer que tout se passe bien pour qu'il le laisse libre, pour justement lui donner cette prime à la signature dont il devrait. Donc on est dans un poker menteur qui tourne en rond. Vous voulez dire que les intentions de l'Atlético, c'est que Paris laisserait libre Cavani? C'est ça, en janvier? Et quand vous êtes dans les clubs, naturellement, qui poussent le joueur à dire qu'il faut qu'il parte le plus libre possible. Voilà, le moins cher possible. Voilà. Surtout qu'il sera gratuit dans 6 mois. Surtout, mais il est gratuit. S'il peut signer pour le 1er juillet, il est gratuit. Donc ils se disent... Non, mais pour le faire venir maintenant. Maintenant, soit ils analysent... Ça coûte. Et voilà. moi, si je suis le Paris... Alors après, il y a le problème du Paris Saint-Germain qui se dit, sinon on a un blessé devant, on peut être en difficulté. Je fais pas partie de ces gens-là, mais ça c'est autre chose, parce qu'ils ont quand même... Il y a de la ressource. Là, je suis promoting. Ouais, non, mais ils ont surtout Mbappé qui mettra dans l'axe. Ça, c'est autre chose. Mais on en est là, quoi. Voilà. C'est une affaire de gros sous. Et comme Cavani, il est très très amoureux des clubs où il joue, mais il est surtout très amoureux de son compte en banque. Comme tous les clubs. Tu fais pas le procès de mais je fais pas le procès. C'est normal. C'est normal que dans une transaction financière, puisque le transfert est une transaction financière, mais du tout, il ne soit pas perdant, alors que dans 6 mois, il peut être gagnant-gagnant, parce qu'il part non seulement gratuit, il aura une grosse prime à la signature, il va pouvoir prolonger sa carrière de 2 ou de 3 ans. Attention Gilles, on n'attaque pas le Matador. Je l'ai pas attaqué. On n'attaque pas un des 4 fantastiques. Rien que de dire qu'il aime un peu l'argent déjà. Non, mais c'était ça bien. fait pas Bernard. Non, mais c'était bien. Attendez. Il y a notre Guy Roux. On parle d'argent, Guy Roux. Non. C'est pour ça que j'ai pas on On parle uniquement de sport. Ah, pardon, ok. Guy n'a jamais parlé d'argent. Il n'en a jamais eu. Icardi fut un joueur qui marquait un but par match. Oui. Bon, c'est plus le cas. Même l'autre jour, il joue plus toujours. L'entraîneur dit bon, avec tout ce qu'on a à faire, les 4 épreuves que nous avons à faire, encore l'exemple là de la blessure de Marquinhos. Je préférerais avoir Cavani là. Il a pas mauvais esprit, il travaille bien, il n'embête pas les autres.
je vais le faire rentrer 10 minutes par match dans tous les matchs, puis il en fera 1 sur 2 pour les coupes ou pour les... Oui, mais il a un problème, Guy. Il a un problème primordial, c'est qu'Mbappé et Neymar, ils veulent pas jouer avec lui. Et ça, c'est depuis le début qu'ils sont là. Donc, le constat est Gilles, clair, ils peuvent pas, parce qu'on a parlé des limites, ou ils veulent pas. Ils peuvent. On a bien placé Olivier. On avait entamé le débat très très tôt. Quand il est arrivé, il nous a dit ça marchera jamais. Ça a jamais marché. Voilà. C'est pas qu'ils veulent pas, ils ont rien contre lui. C'est pas compatible. Footballistiquement parlant, c'est pas compatible. C'est pas la peine de faire parler le président. Quand on parle football, il comprend rien. Attendez. Président. Dans les fonctions qui vous ont attribuées, vous pouvez prolonger un débat de 2 minutes. Absolument. Vous pouvez mettre un carton rouge à un des chroniqueurs. Je le mets pas tout de suite. Je le mets pas tout de suite. Oh, je vais m'amuser. Parce qu'en plus, je vais lui donner raison parce qu'il fallait remettre les choses en place sur Cavani quand même. Mettez-le en confiance un peu, Gilles. Ça, c'était important. Mais pour revenir quand même à la question, parce qu'on a beaucoup dévié aussi de la question, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'une élimination comme ça, qui est peut-être la seule compétition qu'ils pourraient remporter, parce que le championnat d'Espagne, ils sont loin, la Coupe d'Europe, à mon avis, c'est pas pour cette année. Ils ne l'ont pas eu à l'époque où ils étaient au top avec Griezmann. Donc finalement, la Coupe du Roi, mine de rien, dans les attributions de l'année, c'était peut-être une occasion de gagner quelque chose. Donc est-ce qu'ils peuvent pas sauter sur un panic buy en fait? En gros, on se dit peut-être s'il pourra nous sauver. Mais le problème, c'est que Simeone, c'est peut-être sa dernière saison aussi à l'Atlético Madrid. Donc ce que je voudrais savoir sur Cavani, c'est si Simeone partait à la fin de saison, est-ce que le prochain entraîneur, il a aussi envie de Cavani? Parce que maintenant, après, il y a une vraie interrogation. C'est qu'après, comment vous voulez jouer? De quelle manière? Quels sont les joueurs, le profil de joueurs que vous voulez? Et peut-être que Cavani entrera moins dans ce cadre-là, sachant qu'il coûte très cher, parce qu'on parlait des salaires. Et puis, il y a des vraies interrogations. La Cadena Copé technique aussi. La Cadena Copé, attendez, juste Bernard, je vous donne. La Cadena Copé affirme que l'opération Cavani serait estimée à 80 millions d'euros. Voilà, transfert, salaire plus charge. Voilà, c'est juste la Cadena Copé qui a fait ces petits calculs. C'est un contrat de 3 ans 2 ans et demi. Donc ça dit 15 pour le transfert. Il cite à 15 le transfert. À 15 le transfert, le salaire plus les charges. Parce qu'ils ont refusé 10. Opération 80 millions d'euros. Plus la commission. Ouais, 10, parce qu'à partir du moment où il y a eu un refus, 10 millions. Forcément. Oui. Et puis peut-être une rétro-commission. Oui, l'effet rétro. Bernard, je vous ai coupé, pardonnez-moi, on parlait pognon. Allez-y. Non, je parlais pas de pognon, j'avais parlé de football. C'est pas comme les gens sur ce plateau. Excepté Giroud, bien sûr, qui n'a jamais parlé d'argent, que de foot. Surtout à ces joueurs. Mais il y a aussi une dimension, j'allais dire un peu technique, c'est que c'est vrai que le Cavani qu'on idéalise se fondrait parfaitement dans le style de jeu et dans les caractéristiques d'un attaquant que demande Diego Simeone. La vraie interrogation que j'ai, moi, c'est est-ce que Cavani est encore capable de jouer comme ça, de remplacer dans l'esprit, dans le jeu, dans la récupération, le remplacement, etc., ce que faisait très bien Griezmann. J'en suis pas très sûr. Parce que si tu regardes la dernière saison, la dernière année civile de Cavani, il y a eu beaucoup de blessures. Je suis d'accord avec Gilles sur l'analyse que il n'est pas compatible dans le jeu à une touche en mouvement, etc. avec Neymar et Mbappé. Mais aussi, il s'est mis un peu hors du jeu tout seul parce qu'il a accumulé des blessures, comme tous ces attaquants qui à un moment passent la trentaine et sont blessés. Donc voilà, vous me parlez d'un investissement à 80 millions d'euros pour l'Atlético de Madrid, parce que l'Atlético Madrid c'est un club qui n'existe pas. J'en suis pas intimement convaincu qu'il puisse le faire avec ou sans Diego Simeone. Real Madrid et Atlético de Madrid. Atlético Madrid, Atlético de Madrid. Mais Real Madrid. Atlético Madrid, c'est un club qui n'existe pas. D'accord. Vous l'avez inventé ce soir. Non, c'est pas la première fois que vous me faites la réflexion. Mais répétez, vous savez, ça va finir par Real Madrid et pas Real de Madrid. Un club qui n'existe pas non plus, le Real de Madrid. On c'était Information l'équipe, s'il vous plaît. Hugo Delon, qui nous parle du mercato du Paris Saint-Germain. Dernière petite information, c'est vers un échange. On parle pas de Cavani, c'est Kurzawa de Chiglio. Deschilio, on dit Deschilio. Oh, c'est dingue. Non mais Deschilio, il avait qu'à jouer un peu plus parce qu'il a fait que 9 matchs sur la phase Je me aller. demandais pourquoi elle était je vous fais pas forcément commenter cette information, mais est-ce que c'est un indice sur le mercato du Paris Saint-Germain qui veut juste dans ce mercato changer, juste les petits trucs secondaires, parce que Cavani quand même c'est un personnage qui est plus forcément central, qui est plus un titulaire, mais quand même qui est un personnage important. Parce que voilà, c'est un peu l'idée d'un mercato hivernal de toute façon, correction, surtout quand on a un effectif pareil. Quand vous avez l'effectif du PSG,
combien de joueurs peuvent renforcer un effectif pareil qualitativement? Très peu. Paredes éventuellement. Non mais de la même manière que quand vous êtes le Real, non mais c'est vrai. T'as très peu de joueurs qui sont meilleurs que les tiens. Donc après, soit t'as une grosse blessure et tu prends un joueur de complément pour doubler un poste ou quoi. Soit il y en a un qui veut partir, le cas de Cavani, et peut-être qu'ils voudront sans doute même le remplacer poste pour poste en prenant un autre attaquant en cas de besoin. Kurzawa, on sait qu'il cherche une porte de sortie. Donc c'est vraiment des petits ajustements. Il n'y a aucune raison, quand vous êtes aujourd'hui directeur sportif du PSG, d'aller vous chercher un joueur cher pour le faire jouer titulaire alors que vous avez déjà un 11 clé en main. Il y a un aspect contractuel aussi, parce qu'il est en fin de contrat, Kurzawa, au mois de juin. Et là, ce n'est pas le cas de Chilio. Oui, mais là, on se penche sur le cas Cavani, fin de contrat au 30 juin, le cas Kurzawa, en fin de contrat au 30 juin. Parce que l'argent n'est pas un énorme problème pour le Qatar, sauf pour les règles du fair play financier. Donc il y a un moment, ils vont essayer de récupérer à la marge ce qu'ils peuvent sur 10 joueurs qui de toute façon ne leur rapporteront plus la saison prochaine. Si je peux pas finir ma phrase, tu me le dis, tu appuies sur un truc. Non, mais c'est juste pour rythmer votre bel accent. Voilà. Information express, des infos à vous donner, chers chroniqueurs, et des infos à commenter avec à peu près toujours cette même question un peu bête, un peu systématique, mais classée cette info, information importante. Oui, un peu bête. Un peu bébête. Désolé, c'est la fin de semaine. À l'Open d'Australie, Roger Federer, vainqueur de John Millman, l'Australien, en 5-7. 10 points à 8 dans le super tie-break du 5e set, alors que le Suisse était mené 8 points à 4 dans ce jeu décisif final. Il est qualifié pour les 8e de finale. Information importante, secondaire, bon qui passe, on s'en fout. C'est important s'il avait été éliminé, mais là, vu qu'il passe... Voilà, c'est secondaire. C'est secondaire. On est vraiment vendredi soir. Non, mais je sais pas, non, ça passe. Il passe, on est content. Il passe, on est content. On aurait fait la gueule s'il avait été éliminé. Ok, on aura annoncé ça. Pas longtemps non plus. Non, on s'en serait remis. Ça sera bien assez vite. Un match NBA de saison régulière, c'est ce soir à Paris à 21h. C'est Milwaukee contre Charlotte. Est-ce que c'est un rendez-vous important ou secondaire? Important. La NBA à Paris, un vrai match. Pour la première fois, c'est un match de championnat. C'est une très belle promotion. Quand même. Tout sport confondu, c'est un des plus grands championnats. Et puis l'impact que ça a eu sur le public, on a vu, et ça a généré une folie incroyable, des prix de place phénoménales. Ils ont vendu 20 000 en 2 heures, non, très important. Cependant, je suis pas un fan absolu. Bernard, contrat, ça veut dire info importante. Oui. Ah oui, parce que c'est un événement. La NBA, c'est une machine à rêver extraordinaire qui scinde le basket en 2 sports différents, c'est-à-dire le basket européen et la NBA qui est un sport à lui tout seul avec presque des règles différentes. Et le voir à Paris, un match de saison régulière, c'est un formidable événement. C'est une promotion en Europe pour la NBA, mais c'est aussi permettre à seulement 20 000 spectateurs privilégiés. Non, parce qu'il y a énormément de... Non, tu dénigres à longueur d'année la NBA, je te permets pas. Parce que je pense qu'ils auraient mis 50 000 personnes. C'était vendu. Ça aurait été vendu pareil. Hier, on parlait en plus, ils ont 200 000 demandes. Mais en plus, ils ont élargi. Il n'y a pas que le match lui-même. Guiraud veut nous parler NBA. Vous matez ou vous appelez Milwaukee de Charlotte, premier match de NBA de saison régulière dans l'histoire, ce sera ce soir à Paris. Charlotte, c'est pas un défi. J'avais été libre, si ça avait été moins cher, je serais allé. Pourquoi c'est si cher et pourquoi les gens se jettent? Parce que le public du basket, c'est une minorité. Le public du football, c'est la majorité. C'est peut-être 50 fois le public habituel du basket ou 100 fois. Eh bien, ces 100-là sont beaucoup plus mordus. Les minorités sont toujours plus fortement mordues que les majorités. Et alors, l'Amérique, c'est le rêve, c'est l'argent, on a raconté. C'est Jodassin. J'ai lu les papiers, qui sont des papiers, des romans américains sur la richesse de l'un, la richesse de l'autre, enfin, etc. Aussi le fait qu'ils sont venus à 70 de chaque délégation. Moi, je trouve déjà que les équipes pro-françaises, il y a trop de monde autour. Ouais. Alors là... Surtout qu'au basket, ils sont que 5 à jouer. Retour à Melbourne. J'ai l'impression que le cœur de Bernard va saigner. Pas de 8e de finale pour Serena Williams à l'Open d'Australie. L'américaine a été éliminée par la chinoise Zhang, 6-4, 6-7, 7-5. C'est pas professionnel. Je suis beaucoup trop vieille pour jouer comme ça. Elle a 38 ans, elle aura bientôt 39. Bon, elle aura bientôt 39, en septembre. Élimination importante, secondaire. Important, parce qu'elle pouvait gagner le tournoi. Là, pour le coup, elle faisait partie aussi des favoris, des gros outsiders. Contre une
un adversaire qu'elle avait déjà battu assez facilement, donc ouais, non, c'est assez important. C'est l'inverse de Federer. Voilà. Federer est passé, elle passe pas. Non, mais elle a changé de ligne un peu. Ah, vous trouvez qu'elle a maigri ou elle a grossi? Non, oui. Elle a pris du poids? Non, oui. C'est un virus? Ouais, d'accord. Elle a des bonnes joues. Ah, d'accord. On l'a appris aujourd'hui, Gaël Ficou désigné capitaine de la défense des Bleus pour le prochain tournoi des 6 Nations. Parce que c'est une nomination importante ou secondaire. J'ai l'impression que vous faites une grimace, Mélisande, vous savez pas... On va vraiment dire que c'est secondaire. Vu le niveau du rugby français à l'heure actuelle, les décisions qu'ils prennent, on va attendre. Ok, on On est attend. patient. On attend, on est comme au poker, on attend. On attend. Au rallye de Monte-Carlo, le crash du jour pour le champion du monde en titre. Ah oui, c'est pas mal. Ott Tanak, il est estonien. J'ai Regardez. cru c'est Penaud qui conduisait. Oh la vache. Moi j'aurais sauté de la bagnole. Oh la vache, on l'a retrouvé? Ouais. Ouais, non, ça va. Ah, parce qu'il avait. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait une caméra embarquée. Oh, c'est pas si spectaculaire. Ott Tanak est indemne. Hein. Il est indemne. Ah oui, là. Ah bah c'est important alors. Là, Ça, c'est image important. importante. Ça, c'est Ah bah c'est important. Qu'il soit vivant, c'est parfait. C'est l'information de la journée, parce que quand tu vois l'accident de voiture qu'il a eu, bon après on sait que maintenant les voitures sont très protégées, mais non, c'est n'importe quoi. Une fois que tu es dans la voiture avec la caméra embarquée, c'est beaucoup moins impressionnant. Bernard Laporte, candidat à la vice-présidence de la Fédération internationale aux côtés de Bill Beaumont, le président sortant. Les élections, c'est en mai. Ça, c'est une information importante, secondaire. Que nos dirigeants français soient toujours dans les hautes instances fédérales, européennes et internationales, c'est toujours intéressant. On voit depuis le départ de Platini ce que ça nous coûte. Ok. Donc, voilà. Elle l'a passé à du poids. L'OM sans Payet. Payet n'est pas blessé demain contre Angers, mais suspendu. Accumulation de trop nombreux cartons jaunes. Payet suspendu, c'est pas une première. Hier, en conférence de presse, André Villas-Boas s'en est un petit peu souvenu. Regardez. Ce n'est pas la première fois. Sans lui, notre résultat, on était moins bon. Allusion à la suspension de Payet cette saison, 4 matchs de suspension après son carton rouge récolté contre Montpellier. L'OM avait été freiné en championnat sur ces 4 matchs, 2 matchs nuls contre Dijon et Rennes, une défaite à Amiens et une victoire pour finir à Strasbourg. Sans Payet, l'OM peut-il battre le SCO d'Angers? Oui, non, mais il peut Bah oui, toujours mais le battre, mais ça battre, ce sera beaucoup plus compliqué que s'il a... Enfin, je pense que c'est une absence qui est toujours très préjudiciable pour le jeu de l'OM, qui n'est pas un jeu, encore un collectif particulièrement séduisant, huilé. On l'a vu depuis la rentrée 2020, que c'était assez laborieux en Coupe de France 2 fois. Et même à Rennes, bon, à Rennes c'est un match différent, beaucoup plus engagé physiquement, parce que les deux équipes l'ont mis un peu sur ce terrain-là, et donc ça reste une belle victoire de gagner à Rennes aussi dans ce que ça dit de leur élan actuel. Mais dans le jeu, pour l'instant, c'est pas brillantissime, et tout passe par lui, en fait. Tout passe systématiquement par lui. Je me souviens qu'au match aller, les deux entraîneurs, Stéphane Moulin et André Villas-Boas, s'étaient retrouvés, on va dire, en disant que Stéphane Moulin avait dit, franchement, la tactique d'André Villas-Boas avait été bien, parce que finalement, il nous avait un peu attendu, il nous avait joué un peu sur nos fautes. Mais cette fois-ci au Vélodrome, André Villas-Boas a dit qu'il ferait du jeu, prendrait le jeu à son compte. Sans Payet, est-ce qu'on peut déjà avoir un petit doute sur cette tactique-là, quoi? Déjà, il peut le dire et pas le faire. Oui. Ça ne sera pas la première fois qu'un coach nous le fait. Comme a dit Mélissande, effectivement, parce que, comme aurait dit Sévrac, le jeu passe par Touzard à Lyon, mais le jeu passe vraiment par Payet à l'OM. Ouais. Donc, quand il n'est pas là, ça se sent. On voit bien que dans l'OM Dauphin Project, Payet se retrouve de nouveau au cœur de ce projet-là, quoi. Parce qu'il y a son influence technique sur le jeu, mais aussi son influence tout court. On voit bien qu'il cristallise. Alors, en attendant que Florian Thauvin revienne définitivement à la compétition, mais on voit bien que tout est cristallisé autour de lui, qu'il l'amène, que Villas-Boas se sert beaucoup de lui, s'appuie sur lui, le prend d'exemple, etc. Et qu'on l'a un peu retrouvé. Et que, effectivement, de pas l'avoir, là, je vous trouve, non, mais là, je trouve un peu pessimiste. Non, mais quand t'as pas un effectif élastique, et en plus, c'est pas le seul suspendu ce soir. Camara, Bounassar. Eh ben, mais parce que vous faites des questions fermées et serrées. Mais Payet plus les deux autres. Plus les deux autres. Oui, non, mais c'est ça. Alors là, dans ces cas-là, qu'on englobe toutes les absences, effectivement, il y a un manque à Marseille. Enfin, je trouve, si vous voulez, que réduire la position de Marseille, qui est deuxième du championnat, à Payet,
c'est un petit peu Non, mais compliqué. on sait pas ce qu'on fait, oui, mais quand il a été suspendu 4 matchs, l'OM n'a pas gagné un match. Si, juste un, Strasbourg. Mais c'était une période aussi qui était différente. C'est une période où l'OM était moins bon. Là, l'OM a trouvé un rythme, une carburation meilleure aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est difficile de faire des comparaisons Meilleur entre dans une le jeu période. aujourd'hui. Meilleur dans le jeu. Je suis pas. Benedetto, il est meilleur en janvier. Depuis janvier, c'est pas exceptionnel dans le jeu. Mais il n'empêche qu'ils arrivent à s'arracher pour gagner. La victoire à Rennes, c'était aussi la victoire d'un état d'esprit. C'est comment elle est venue la victoire à Rennes ? Mais là, on parlait de jeu. Hervé, c'est quoi la victoire à Rennes ? Coup franc Payet. Oui. Ah, mais non, mais je dis. Enfin, coup franc de Payet, c'est quand même but de Strootman. Oui, enfin, coup franc de Payet, je veux bien qu'il soit sur le but. À Rennes, les meilleures occasions, elles sont venues notamment sur 2 coups de pied arrêtés de Payet, et notamment le second qui a mené au but. Ne t'en déplaise, Hervé Penaud. Oui, mais ça on n'enlève pas le poids de Payet dans un effectif. Mais si vous réduisez la deuxième place de Marseille simplement à Payet, moi je pense un procès d'intention. On n'a pas du tout. Pas du tout. Je vous écoute. Après on n'a pas dit l'OM est deuxième, c'est parce qu'ils ont Payet. Mais on te dit que face à une équipe, parce qu'à l'aller, effectivement, ils ont laissé le ballon à Angers, le coup de génie de Villas-Boas. Bon, ils vont pas se faire avoir 2 fois. Et en plus, au Vélodrome, c'est pas vraiment possible de faire ces calculs-là. Donc, quand tu vas te retrouver face à un bloc bas, sans Payet, avec, en plus, Sarr qui est pas là. Donc, tu vas voir Radonjic d'un côté, Germain de l'autre, Benedetto qui, comme rappelait Bernard, il a pas des stats phénoménales. Il a des stats un peu mitrogliennes, quand même, depuis la fin septembre. Il a dû marquer 3 buts depuis la fin septembre. Ouais, 2 buts, je crois. Mais t'aurais un Benedetto et un Thauvin qui marchent sur l'eau. Effectivement, on n'aurait pas la même analyse. Ne t'en déplaise, Hervé Penaud, tout président que tu es. Mais là, à un moment, je vais commencer à mordre, parce que j'ai quand même le carton à portée de main. Bon, il m'énerve. Allez, hop, voilà, carton. Terminé. Totalement injustifié. Et alors, est-ce que j'ai besoin de justifier, je suis président? Ah non, il n'y a pas une question de justification, voilà, il n'y a pas de problème. Bah oui, Guy, on vous a pas... beaucoup de choses qui m'ont... Une chose très juste, Benedetto égale Mitroglou, peut-être un peu moins bon. Mitroglou, quand il se mettait devant les buts, mettait les buts, tandis que Benedetto, il fait rien. Il fait rien. Mais moi, je regarde les matchs, je le quitte pas des yeux pendant un quart d'heure, et ça bouge plus sur le banc que lui. C'est non, mais alors, bon, il va pas s'il se surpasse, ça va. Il faut que ce soir, il faut que tous soient conscients, essayent de démontrer que ça n'est pas par Payet qu'ils sont deuxième. C'est demain, hein? Pas ce soir. Demain après-midi. Demain après-midi. Un peu en avance. Oui, bah voilà, vous êtes toujours un petit peu en avance. Toujours un peu en avance. Benedetto, Dario, on en parle ce soir avec une sortie d'André Villas-Boas qui nous a mis un petit peu la puce à l'oreille. Rendez-vous ce soir. Dortmund, Paris Saint-Germain, ça c'est le 18 février, mais ce soir, Dortmund joue contre Cologne pour le compte de la 19e journée. C'est à 20h30. Alors le futur adversaire du Paris Saint-Germain avait renversé Augsbourg le week-end dernier grâce à sa nouvelle recrue Erling Haaland, un auteur d'un triplé en 20 minutes chrono. Le phénomène Haaland est-il le principal intérêt de regarder ce Dortmund ce soir? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, c'est un super duel royal. C'est pas mal ça. Il y a les enthousiastes et il y a les pisse-froids. Ok. Les enthousiastes, une équipe composée de Giroud et de Mélisande Gomez. Vous m'avez répondu oui. Bah oui, c'est l'intérêt principal. Qui commence? Il y a les lucides et les rêveurs. Ah, qui commence? Guy ou Mélisande? Ok, Mélisande, promet de corder. Donc face à vous, redoutable duo, Lyon-Favard, qui commence? Qui porte la culotte? Comment? Toujours le talent d'abord, c'est moi. Merci Gilles. C'est vous? D'accord. Après l'expertise. Ah, l'expertise, d'accord. Et ben Mélisande, oui, ce soir le principal intérêt c'est de regarder donc ce phénomène Erling Haaland. Vous avez répondu oui. Vous commencez, ma chère Mélisande. Ah oui, le principal intérêt, ça veut pas dire le seul. Évidemment qu'on a envie de voir jouer Dortmund, de savoir un peu comment joue cette équipe puisqu'elle va affronter le PSG. Et puis il y a un intérêt sportif en tête de la Bundesliga, mais le principal intérêt, c'est cette recrue phénoménale qui, pour son premier match, il entre à 35 minutes de la fin, il met 3 buts. Pour le premier match sous ses nouvelles couleurs, un phénomène de 19 ans qui arrive dans le paysage, il marquait énormément de buts avec Salzbourg, il recommence comme ça dès son premier match de Bundesliga. Évidemment que c'est lui qu'on a envie de voir, on a envie un peu de connaître un peu mieux ce phénomène. Oh, une équipe qui fait peur. La parole est à Gilles Favard. Non, mais ça m'étonne pas parce que la jeunesse maintenant avec les réseaux sociaux et tout de suite comme les chansons, dès qu'une personne fait une chanson, ils sont amoureux d'une seule chanson, et Hollande, c'est d'un seul match, il vient d'arriver à Hollande. Et on va donc tout s'arrêter. Donc on va pas regarder Nice-Rennes ce soir pour regarder Dortmund, il en est hors de question, je vais regarder le championnat de France. Et Dortmund, on verra bien comment ils sont, ils ont pas besoin, ils ont toute une équipe.
Haaland est arrivé, effectivement, il était remplaçant. On a vu des gens faire bien mieux que lui. J'ai vu Lewandowski en mettre 4 en 12 ou 14 minutes. Donc on va attendre un petit peu avant de s'affoler. Guiraud, vous, c'est le principal intérêt, c'est de voir cette pépite là. Oui, parce que Paris Saint-Germain, qui est très professionnel dans la Ligue des Champions, connaît Dortmund depuis le lendemain du tirage. Il le connaît très bien. Tous les matchs ont été vus en direct sans doute et à la télé par l'entraîneur. Donc le fait nouveau, c'est l'arrivée de ce garçon. Donc comment? Il a mis 3 buts tout. Est-ce qu'il va recommencer ou est-ce que c'était un accident? Alors je suis sûr qu'il y a un Parisien qui a fait le voyage. Ok. Bernard Lyons, vous continuez à dire non, hein, on est bien d'accord. Hein. Oui, parce que résumer Dortmund à Haaland, ça serait le grand danger du Paris Saint-Germain. Parce que c'est de ça dont il s'agit. L'intérêt de ce match et l'arrivée de Haaland, c'est voir ce que ça peut donner face au Paris Saint-Germain. On a vu que Dortmund, c'était une équipe qui avait un déséquilibre avant assumé, qui est capable de faire des choses extraordinaires et aussi des choses moins bonnes. Donc l'intérêt, c'est voir comment cette équipe peut se transformer avec Haaland ou sans Haaland. Mais il ne faut pas oublier des joueurs formidables qu'il y a dans cette équipe, Marco Reus, Sancho et bien d'autres, et son système en 3-4-3 qui peut inquiéter le Paris Saint-Germain. 1 seconde et 94 centièmes pour répondre la partie des oui là. Vous avez quoi comme dernier argument ou c'est juste personnel, merci? Je pense qu'on n'a pas besoin d'argumenter davantage. Ok, très bien. Ah, c'est les melons d'un côté, la melonite aiguë et les sages. Je les prenais pour des gens bien, ils sont condescendants. Ok, très bien. Contre l'équipe du soir, l'équipe Mélisande Gomez et Guiraud a répondu oui à cette question. Haaland, c'est le principal intérêt de regarder Dortmund. Non, on ne résume pas Dortmund à Haaland. C'était la position de Bernard et le tonton Gilles. Le président va trancher pour mon plus grand plaisir ce soir. Alors, ça m'est arrivé d'arbitrer des super duels. Oui. Mais là, je dois dire que c'est assez rare quand chacun des participants au même duel a des arguments pour moi qui sont définitifs. C'est-à-dire d'entrée, Mélisande a posé le débat, c'est-à-dire dire on n'est pas en train de dire que c'est le seul intérêt, mais c'est le principal. Et le deuxième argument qui était super intéressant, supervisé, c'était supervisé. Finalement, la seule différence entre le début de saison, entre le jour où on a su qu'on tirait Dortmund et aujourd'hui, c'est Haaland. Donc évidemment pour quelqu'un qui va regarder le match, un Parisien et puis quelqu'un qui aime le foot, il va se dire mais tiens, ce phénomène-là, c'est un peu comme Mbappé est arrivé à Monaco. On se dit on a envie de voir Mbappé. Ça n'empêche pas de vouloir voir Monaco, de vouloir Dortmund. Et ça, les arguments que vous avez énoncés qui sont vrais, c'est-à-dire qu'il y a des super joueurs, Sancho est magnifique, tout ce qu'on veut, et ça on le savait déjà. Donc aujourd'hui, la grande différence qu'on a, sinon il y a plein de gens qui ne regarderaient pas Dortmund-Cologne, c'est de se dire mais c'est qui ce Haaland? Donc mon point. Parce qu'Haaland, on l'a jamais vu jouer. Il n'a pas joué en Ligue des Champions, personne. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il marque un triplé contre Augsbourg. Ça s'appelle de la mauvaise foi. Ça s'appelle de la mauvaise foi. C'est un esprit tordu. Parce que on va découvrir Haaland, on va enfin voir jouer Haaland. Moi, je suis désolé. Tu sais que j'ai le droit de mettre plusieurs rouges. C'est incroyable ça quand même. De dire on va découvrir Haaland. C'est quand même fabuleux. Une mauvaise foi absolue. C'est intellectuellement injuste en plus. Bernard, je rappelle juste à Hervé que vous avez le droit de mettre qu'un carton rouge par émission. D'accord. Parce qu'il voulait me remettre un carton rouge. Oui. J'ai hésité. Président Corée du Nord, Hervé Penaud, c'est ça. Appelle-moi Kim Il-Penaud. Est-ce qu'on peut consulter notre légende, s'il vous plaît, Bernard? Guy, vous avez été amené durant votre carrière à superviser, à recruter des avant-centres, un poste très particulier. En général, chez un avant-centre, qu'est-ce que vous regardez en premier? Vous allez me dire oui, s'il marque ou pas. Ok, mais les petites choses comme ça, qu'est-ce qui rend un avant-centre spécial ou extraordinaire par rapport à l'ordinaire? Bon, d'abord, dans mon opinion, c'est qu'avant-centre, c'est un rôle spécial comme gardien de but. C'est-à-dire que c'est un peu indépendant de son équipe. On peut avoir un avant-centre de grande valeur dans une équipe des 4. Ça avait été le cas de Baticle qu'on avait observé et qu'on avait fait signer parce qu'il avait marqué 35 buts. Et puis il est devenu meilleur buteur d'une Ligue Europa une année. Les autres, après, c'est la classe, c'est une classe particulière. Mais c'est la classe particulière. Bon, alors, pour le football, pour le nul, pour moi. Tout ce qui fait qu'on marque des buts. Premièrement, aller devant les buts. Vous avez tellement d'avant-centres qui se promènent sur les touches, qui se promènent en retrait, etc. Un vrai avant-centre, il fait son match devant le gardien de but adverse, en essayant de ne pas être hors jeu et en trouvant des espaces pour soit recevoir une balle de but, soit recevoir une balle de demi-but. Ensuite, il faut qu'il ait une bonne technique générale qu'il doit cultiver. Moi, j'ai toujours, depuis très longtemps, puis plus maintenant, fait travailler les avant-centres comme on fait travailler les gardiens de but. Quand j'avais pas d'entraîneur spécifique, je le faisais moi-même. Vous pouvez demander à Lilian Lasland, par exemple, même Zarmak.
Ça remarque qu'il était faible à la tête, parce qu'en Pologne, les ballons, c'était des cailloux. Eh bien, je l'ai pris comme ça à la main, à 10 mètres, pendant quelques mois, et il a mis des buts de la tête. Ok. Qui gagne ce super duel? Est-ce Gilles et Bernard? Ils avaient répondu non à cette question. Ou est-ce le duo, donc Giroud et Milan Gomez? Je crois qu'il y a une tigresse. Et il y a une légende. Parce que honnêtement, l'argument de Guy nous a assommés. Ah ouais? C'était bon, non, mais c'est vrai que c'est un bon argument. de- Mais les deux, parce que Non, mais après, c'est du phrasé principal, plus important, machin, tout. Bernard, on fera le débrief du Super 2 un peu plus tard. Mais on va enchaîner, mon petit Bernard. Milliardico à Nice. Oui, Nice-Rennes ce soir, en ouverture de la 21e journée de Ligue 1. Milliardico, bah oui, parce que le point commun entre ces deux clubs, c'est qu'ils sont détenus par 2 milliardaires. Nice par Jim Ratcliffe, qui pèse 2,8 milliards de dollars. Rennes par François Pinault, qui pèse... un peu plus lourd, hein. 26 milliards de dollars. Ce sont les deux plus gros investisseurs privés de la Ligue 1. Paris et le Qatar sont hors concours puisque Paris a été acheté par un fonds souverain. Est-ce qu'on est en droit d'en attendre un peu mieux de ces deux clubs, vu les finances, vu la puissance économique de leurs propriétaires? Oui, mais alors après, il faut mettre deux bémols. Déjà, du côté de Nice, il faut rappeler quand même que Ratcliffe vient juste d'arriver. On n'est pas encore à l'an 1 de son projet. Donc il faut voir dans 2-3 ans les investissements qui vont être consentis, ce que ça peut donner à l'OGC Nice. Et après, de notre côté, le Stade Rennais, c'est un investissement affectif, mais l'époque du groupe Pinault Mécène est révolue. C'est-à-dire qu'il fait partie de la galaxie Pinault, mais c'est pas un puissant fonds. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de présenter des comptes à l'équilibre, etc. Alors, ils sont cautions bancaires, ce qui aide beaucoup. Mais c'est pas Pinault, on va mettre 200-300 millions chaque année pour le Stade de Rennais pour se faire plaisir. Ça fonctionne pas comme ça. Donc je pense que les deux stratégies sont pas du tout les mêmes. Et effectivement, après le Qatar, c'est carrément autre chose. Justement, déclaration de François Pinault. C'est très clair. Déclaration de François Pinault le 2 mai dernier à Ouest-France, quelques jours après la victoire de Rennes en Coupe de France. Il nous disait ceci, le propriétaire du Stade Rennais: il faut continuer à donner au Stade Rennais les moyens nécessaires. On l'a d'ailleurs toujours fait. Le Stade Rennais doit changer de catégorie. Le club doit tâcher de s'installer de manière permanente dans les 4-5 premiers du championnat. Ce n'est pas un mince défi, il ne s'agit pas de rivaliser en termes d'investissement avec le Paris Saint-Germain ou certains grands clubs européens. Il est là comme depuis 1998. Est-ce que c'est, je sais pas, un objectif ou un projet ou des ambitions qui sont révélées vraiment sur le tard, 21 ans après? Non, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites quand même. Hein. Ouais. Je veux dire, il faut pas oublier que moi, je me souviens quand à l'époque, il y avait Paul Le Guen qui était entraîneur, il aurait pu nous raconter avec Bernard Lama. Il téléphonait le matin dans les églises, dans les établissements catholiques privés, pour savoir, parce qu'ils avaient des terrains formidables, pour savoir où ils pouvaient aller s'entraîner. C'était ça le Stade Rennais. Le stade était pas du tout, les infrastructures n'étaient pas du tout les mêmes. Aujourd'hui, tu as un stade qui est sympa, avec un public qui est enfin trouvé, parce qu'on l'appelait le stade de la Route de l'Orient. C'est le stade où tu partais pour aller à une époque où il avait dépensé cher pour Luis Fabiano, pour Lucas, etc. C'est ce que je disais dans mon avant-propos, c'est qu'à l'époque, il était mécène, monsieur Pinault. Ok, mais là, on a fait la formation. Non, excuse-moi, mais je veux bien que tu me censures, mais la formation. On regarde entend ce qui est devenu le centre de formation du Stade Rennais. Mais je crois que c'est deux idées de projets différents. Mais c'est un travail de fond à Rennes. Mais t'as la sensation. Mais c'est quoi le projet à Rennes? Mais à Rennes, c'est d'être un club de bon niveau, qui soit un club l'emblème breton, parce que c'est ça aussi l'idée derrière, c'est d'avoir un emblème breton. C'est pas de dépenser des millions et des millions, parce que s'il voulait, François Pinault, depuis longtemps, il aurait pu mettre beaucoup plus d'argent qu'il n'a mis, parce que l'argent il l'a. Alors maintenant avec le fair play financier, c'est plus compliqué. Mais s'il voulait, il aurait pu, mais il l'a jamais voulu. Alors il l'a fait une année ou deux, et puis depuis, ça n'a pas marché. Et puis depuis, il s'est dit, c'est stabiliser un club à un bon niveau. Et puis avoir eu la Coupe de France, ça c'est un moment d'émotion incroyable pour lui. Giroud? Moi, je trouve qu'ils se ressemblent. Et bon, monsieur Pinault et le fils ont pris une douche d'entrée que vous avez décrite en prenant des Brésiliens, etc. Des dizaines de millions qui, à ce moment-là, étaient exceptionnels. C'est des gens qui tiennent toujours compte de ce qui s'est passé. Et depuis, ils sont à la parade. Rennes ne risque rien. Mais quand ça va pas, ils changent le président. Ils changent l'entraîneur. Et puis... ils avancent comme ça, ils ont un très bon centre de formation, ils avaient Rampillon, ils continuent de bien travailler, viennent de sortir le petit exceptionnel. Nice, c'est Lyon qui a décidé d'entrer, de ne pas faire la bêtise que Rennes avait fait. Nice ne pas dépenser directement des sommes folles sur les joueurs. Ils ont dit on va bâtir tranquillement. Maintenant, ce qu'il faudrait regarder, demander à vos confrères du cyclisme, par exemple,
comment ils ont fait pour arriver à monter la Sky qui mangeait tout le monde. Là, ils ont dépensé pour le coup. Voilà. C'est pour ça que je pense que le cyclisme est beaucoup moins cher. Oui, mais c'est beaucoup moins cher. On a à 10. Enfin, je veux dire, Ineos, c'est 40 millions d'euros, je crois, dans le budget, ce qui est colossal. Ouais. Pour une équipe de cyclisme, c'est presque 7, 8, voire 10 fois plus qu'une équipe lambda. Oui. Donc, non, mais on a la sensation que c'est quand même deux projets différents. Parce que Pinot, il reste un peu sur ce... Et puis, monsieur Ratcliffe, il va mettre un bateau dans le concours mondial qui coûte horriblement cher. La France a du mal, il va de temps en temps. L'America Cup. L'America Cup. Oui, l'America Cup, et pour faire un bateau, ça coûte plus cher qu'une équipe de foot. Non, mais on a l'impression quand même, lui, il va dépenser plus d'argent, j'ai la sensation, que du côté Oui, parce de que Rennes. Tianis, c'était la dimension de population, le bassin de population, tu as la Riviera, tu as un projet quand même immobilier qui reste à développer autour de l'Alliance Riviera, et comme le rappelait Hervé, parce qu'il ne peut pas dire que des bêtises quand il est président, à un moment aussi, c'est le côté régionaliste. Nice-Rennes sur l'angle sportif, on va regarder le classement de la Ligue 1 donc après 20 journées. Rennes est 3e à 5 points du 2e, l'Olympique de Marseille. Rennes, vrai concurrent de l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'on aura la réponse ce soir? Gilles? Est-ce que oui. Pour moi, oui. Pour moi, Rennes joue un match important ce soir. Ils ont perdu contre Marseille il y a une quinzaine de jours, un match fermé, cadenassé, où ils auraient été inspirés de ne pas le perdre. Déjà, ces matchs-là, il faut essayer de ne pas les perdre, ce qui leur aurait donné du confort, puisque le match de retard, ils ont été le gagner à Nîmes. Mais moi, si ce soir, ils contrent et qu'ils se font battre par Nice, ils peuvent se retrouver à 8 points dimanche soir. On est à la 21e journée. On rentre déjà dans un mini money time. Moi, je sais bien, on me dit, 17 journées. Non. Les journées, là, quand on prend des points dans les narines, derrière, on prend des coups au moral. Donc, pour revenir, c'est pas si simple que ça. Donc, je pense que Rennes joue gros ce soir. Voilà. Guy, par rapport au moment de la saison un peu particulière pour Jules qui nous dit c'est pas si lambda que ça là, les journées de janvier là, ça donne une sorte de dynamique. Ouais, on sort d'une série où toutes les équipes ont laissé des plumes, notamment au niveau de la fraîcheur. Bon, Rennes qui a un jeu assez collectif, qui n'est pas l'objet de lutte constante et peut-être plus frais. Il est frais dans son âme puisqu'il a un jeune entraîneur, ils repartent, on l'a décrit avant, que Rennes était dans l'ombre depuis des années. Et donc, moi, je pense aussi que où ils peuvent être largués, bon, on y arrivera pas. Ce soir, c'est important. Ce soir, c'est pas anecdotique. Capital. Qui pense que c'est anecdotique? Qui pense que ce soir, c'est important. Enfin, mais moi, c'est pas ce soir qui me fait dire qu'ils peuvent être deuxième, pardon. C'est ça surtout. Moi, je pense que déjà que c'est un vrai concurrent. C'est un vrai concurrent. C'est déjà un vrai concurrent. Ah oui, bien sûr. Ils ont montré déjà dans leur jeu. L'entraîneur a déjà eu un impact sur ce groupe énorme. La qualité de leurs joueurs, le jeu pratiqué, et surtout, moi, j'ai toujours trouvé un état d'esprit assez incroyable. Même quand ils ont été en difficulté en Ligue Europa, ils ont toujours été au bout d'eux-mêmes. Ils marquaient un but là contre le Celtic, si je ne m'abuse, en fin de match. Alors, ils étaient déjà perdants, mais on sent qu'il y a quelque chose dans ce groupe qui fait qu'ils ne lâchent pas. Contre Marseille, ils font une deuxième mi-temps, ils dominent largement Marseille. Après, ils perdent ce match, ça peut arriver. Donc c'est pour ça que moi, j'en fais déjà une équipe qui joue pour le podium, pour le 2 ou 3e. Guy, vous voulez reprendre la main? Oui, je voulais rappeler l'exploit. D'ailleurs, à l'automne, Julien était en difficulté parce qu'on lui avait changé 6 joueurs. Sans peut-être trop lui demander d'ailleurs. Et il a eu la qualité avec son staff d'entraîneur, avec les nouveaux joueurs et ceux qui étaient restés, de refaire une équipe qui est encore meilleure que la précédente. Ça, ouais. Alors moi je trouve que on lui a volé des joueurs. C'est une des... On lui a volé des joueurs. Ouais, on lui a vendu des joueurs. Mais ça, Julien, les entraîneurs, on leur vole toujours des joueurs. Les entraîneurs, c'est fait pour entraîner. Les autres, après, il y a une gestion de ce qui se fait. D'abord, comme j'en ai pas parlé sur la question de Rennes, il faut savoir que Rennes appartient à Artémis. Artémis, c'est la filiale de Pinot. Non, pas la filiale, c'est la holding de la famille Pinot. Donc tout remonte au plus haut. Donc il y a des moments, on leur demande de faire attention et d'équilibrer les comptes. Donc il faut vendre des joueurs et c'est pas l'entraîneur qui décide. Si l'entraîneur il veut pas entraîner Rennes, il s'en va. C'est aussi simple que c'est ce qu'a fait la Mouchi. Moi, ça me fait morale, moi, les entraîneurs. Et moi, je veux pas ci, et moi, je veux pas ça. Mais c'est un cadre. Nice, Rennes, mes petits. Nice, Rennes, habillage à l'américaine. Je vous rappelle, ce soir, on est en direct. On diffuse de la Fédérale 1, mes petits. On peut pas déborder comme ça. Voilà. Un clin d'œil. Ok, merci les gars. Habillage à l'américaine. Nice, Rennes, score final. Guillaume. 2-2.
Mélisande Gomez. Un partout. Gilles Favard. 2-1 Rennes. Bernard Lyon. C'était les scores que je voulais donner. Allez, je vais dire 3-2 pour Nice. Ok. Enfin, Hervé Penaud. Il y aura 2-1 pour Rennes. Parfait. Narbonne, Bourgoin-Jallieu. Personne n'a dit 0-0. Hein. Non, Non, Narbonne, c'est la Ligue 1. Bourgoin-Jallieu. 15e journée de Fée la Lune. Nous allons retrouver tout de suite du côté de Narbonne, France Piron. Bonsoir France, c'est à Elle joue, vous. France? Elle joue? Surtout pas. Je crois qu'elle a joué. Salut Mémé, bonsoir à tous. Oui, on est en direct de Narbonne. Narbonne est une équipe un petit peu dans le dur depuis le début de cette année 2020 puisqu'ils viennent d'enchaîner 2 défaites d'affilée face à de gros adversaires. Et ce soir on enchaîne avec encore la réception d'un gros client, Bourgoin-Jallieu, un prétendant direct à la montée. En tout cas c'est une belle occasion pour Narbonne de revenir dans la course au final et ça va se passer devant les caméras de la chaîne L'équipe. Restez bien avec nous, on vous attend pour votre vendredi rugby. À tout de suite.